Les libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du XIXe siècle. C'est le sujet dont nous allons vous parler aujourd'hui, mais avant cela, un petit rappel. La diffusion de l'idée de souveraineté nationale fait prendre conscience aux populations que chaque peuple peut se gouverner lui-même. L'occupation par une armée étrangère, l'armée française, renforce la solidarité entre les membres d'une même nation. Des individus prennent conscience qu'ils appartiennent à la même nation et qu'ils doivent lutter pour cette nation. Des révoltes éclatent contre l'occupation française en Espagne et dans les territoires de langue allemande au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces révoltes se réclament des idéaux de liberté. Le sentiment national, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une nationalité et de devoir la défendre, se diffuse en Europe. Exemple, les Espagnols se révoltent contre la domination française et le soulèvement du 2 mai 1808 provoque une répression féroce des troupes françaises le 3 mai. Cette répression sanglante est représentée par Goya dans le tableau El Tres de Mayo. En avril 1814, l'effondrement de l'Empire français dû à la Révolution rend nécessaire une réorganisation de l'Europe. Les représentants du continent décident donc de se réunir. C'est le Congrès de Vienne. Fin septembre, 216 délégations de toute l'Europe se réunissent donc à Vienne. 4 États principalement décident du sort de l'Europe. L'Angleterre, avec Lord Castlereagh, la Russie, avec le tsar Alexandre Ier, la Prusse, avec le roi Frédéric Guillaume III, et l'Autriche, avec l'empereur François Ier et son ministre Metternich. Les petites puissances sont tenues à l'écart des décisions dont elles sont informées une fois qu'elles sont prises. La France royale participe au Congrès. Louis XVIII a délégué Talleyrand et elle ne fait pas figure de vaincue. Talleyrand, jouant des divisions entre les 4 grands, réussit à garantir à la France une place relativement importante dans le nouvel ordre européen. Les vainqueurs de Napoléon veulent reconstruire l'Europe pré-révolutionnaire. Le Congrès redessine la carte de l'Europe en tenant exclusivement compte des convenances des grandes puissances. Il élabore un équilibre européen tel qu'aucune puissance ne soit assez forte pour imposer son hégémonie aux autres. Ils rétablissent les souverains renversés par la Révolution, c'est le cas en France, en Espagne et à Naples, mais la restauration intégrale s'avère impossible car les principes de la Révolution sont bien ancrés dans les esprits et dans la société. Les vainqueurs obtiennent des gains territoriaux importants. L'Angleterre conserve la maîtrise des mers, son empire colonial. La Russie obtient la Bessarabie, la Finlande et un bout de la Pologne, partagé entre la Prusse et l'Autriche. La Prusse obtient la Westphalie et obtient la gare du Rhin et augmente son influence sur les autres États d'Allemagne. L'Autriche devient la grande puissance de l'Europe centrale et de l'Italie. Elle crée à son profit le royaume de Lombardie-Vénétie, dont le gouvernement est confié à des archiducs autrichiens. Elle assure aussi la création de la Confédération germanique, qui sont les rassemblements des États allemands, dans laquelle elle joue un rôle majeur. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est méprisé. Les libertés promises lors de la guerre contre Napoléon, ainsi que les aspirations libérales des bourgeoisies, sont fermement ignorées. Résistance à l'oppression et l'égalité des droits. Nous allons donc parler de la deuxième partie qui est la Sainte Alliance doit assurer le triomphe de la réaction. À l'issue du Congrès de Vienne, les grandes puissances élaborent un système permanent d'entente et de concertation. La Sainte Alliance, c'est un pacte contre-révolutionnaire d'inspiration mystique qui pose comme principe du nouvel ordre européen la stabilité des trônes. En parallèle de ce dispositif, l'Angleterre fait appliquer la quadruple alliance Angleterre, Russie, Prusse, Autriche le 20 novembre 1815. Les 4 puissances décident de se réunir périodiquement pour examiner les mesures à prendre pour maintenir l'ordre issu du Congrès de Vienne. La mise à l'écart de la France prend fin en 1818 lorsque le duc de Richelieu, ministre de Louis XVIII, parvient à faire intégrer la France à la Sainte Alliance. Par la suite, d'autres congrès se penchent sur la situation des souverains menacés en Allemagne ou en Espagne. L'armée autrichienne intervient à Naples et rétablit le roi dans ses pleins pouvoirs lors du congrès de Troppau et de Laibach. La France intervient en Espagne. L'expédition menée par le duc d'Angoulême, neveu de Louis XVIII, est un succès total.
le roi Ferdinand VII est libéré du fort du Trocadéro à Cadiz où il était prisonnier. La répression contre les libéraux est cruelle et le roi d'Espagne recouvre son pouvoir absolu. Des troubles anti-autrichiens ont lieu dans de nombreux États allemands. Si dans le sud, Bavière, Saxe, les libéraux imposent aux monarques des constitutions. L'agitation est importante dans le nord. Des étudiants réunis dans une association, le Burschenschaft, se réunissent à la Wartburg pour le 3e centenaire de la mort de Luther et brûlent les actes du congrès de Vienne. Ils contestent le nouvel ordre européen et revendiquent leur identité allemande et protestante. Dans l'Europe méditerranéenne, des pronunciamientos bouleversent l'ordre établi par le congrès. Le roi d'Espagne Ferdinand VII et son cousin le roi de Naples doivent accepter une limitation de leur pouvoir sous la pression de l'armée. La Sainte Alliance ne résiste pas aux intérêts divergents de ses membres. L'intervention française en Espagne est le dernier succès de la Sainte Alliance. Les craintes de l'expansionnisme français sont écartées par l'avènement de Charles X. Il n'y a donc plus de points communs entre les Anglais favorables à un certain libéralisme politique et l'Autriche ou la Russie favorable à une politique réactionnaire systématique. Les aspirations d'indépendance se développent. La Grèce, alors province de l'Empire ottoman, se soulève dès 1821. Les puissances interviennent. Les Russes soutiennent les Grecs, soutien entre orthodoxes, tout comme les Anglais, comme par exemple le grand poète Lord de Byron, et les Français qu'on trouve dans l'évocation de Dumas dans le conte de Monte Cristo. Ils les soutiennent alors moins pour aider les Grecs à se rebeller contre les Turcs que pour empêcher les Turcs de faire de la Grèce une zone d'influence vaincue à Navarin en 1827 et Andrinople en 1829. Le sultan doit alors accepter le traité de Londres en 1830 qui proclame l'indépendance de la Grèce. Le trône est alors confié au prince Othon de Bavière. L'Angleterre entend limiter alors l'influence de la Sainte Alliance au seul continent européen. Elle entend alors rester maîtresse des mers sans limite. La Sainte Alliance se fissure rapidement. Les mouvements nationaux, durement réprimés, profitent des brèches ouvertes par l'opposition entre les puissances pour renverser l'ordre établi par le Congrès de Vienne. En 1848, le printemps commence le 22 février à Paris. Pour contourner l'interdiction des réunions et d'associations imposées par la monarchie de Juillet, les partisans d'une réforme du suffrage censitaire organisent depuis juillet 1847 une campagne de banquet où les toasts se transforment en discours politiques. Celle-ci doit culminer lors d'un rassemblement à Paris, il est interdit. Les organisateurs décident néanmoins de le maintenir et en fixent la date au 22 février. La veille, ils renoncent à leur projet. Trop tard. Les participants se rassemblent accueillis par les fusils. La soirée se termine par des échauffourées. Les événements s'enchaînent alors très vite. Le 23 février, les Parisiens parcourent les rues au cri de « Vive la réforme » et « Abba Guizot ». Dans l'après-midi, le roi Louis-Philippe accepte la démission de son ministre. Encore trop tard, face aux manifestants qui fêtent leur victoire, la garde du ministère des Affaires étrangères, où réside François Guizot, tire. Les premiers cadavres chargés sur des charrettes sont exhibés dans Paris. Le lendemain, 24 février, les insurgés attaquent la troupe en plusieurs points de la capitale et prennent d'assaut les Tuileries. Acculé, le roi abdique. Le 25 février, dans la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, le poète Alphonse de Lamartine promet le suffrage universel, le peuple à la place du trône. Pacifiste et soucieux de ne pas ressusciter la Sainte Alliance, Lamartine, nouveau ministre des Affaires étrangères, fixe rapidement les principes de la politique extérieure républicaine. La proclamation de la République française n'est un acte d'agression contre aucune forme de gouvernement dans le monde. Les formes de gouvernement ont des diversités aussi légitimes que les diversités de caractère, de situation géographique et de développement intellectuel, moral et matériel chez les peuples. Et de se démarquer du précédent révolutionnaire, la guerre n'est donc pas le principe de la République française, comme elle devint la fatale et glorieuse nécessité en 1792. Une urgence rassurer les rois voisins. À Berlin,
Le roi Frédéric Guillaume IV gagne du temps face aux demandes de création d'une assemblée constituante. Il envoie un émissaire à la cour de Vienne et déclare attendre une réunion des souverains le 25 mars à Dresde. En même temps, il masse des troupes à Berlin et dans les autres villes de Prusse. Les rassemblements populaires sont dispersés, mais se reforment le jour suivant. Le 17 mars, le roi de Prusse découvre la révolution de Vienne. Dès le lendemain, il accorde la liberté de la presse et convoque une diète. La foule surgit sous les fenêtres du roi qui, blême, apparaît au balcon. Incapable de se faire entendre, Frédéric Guillaume se retire en demandant, dit-on, « Du repos, du repos !» La troupe tire. Dans les rues de Berlin, les appels aux armes retentissent. Devant l'ampleur du soulèvement, Frédéric Guillaume annonce de nouvelles concessions, dont une constitution démocratique. À Munich, le roi abdique. L'insurrection s'étend à Leipzig, à Hanovre, au Wurtemberg et aux grandes villes d'Allemagne. La Pologne divisée s'agite. Puis les cours se ressaisissent. Pour se mettre à l'abri du peuple, elles quittent les capitales, Berlin pour Potsdam, Vienne pour Innsbruck. Elles s'en remettent aux armées et à ce remède universel qu'est l'état de siège. Le maréchal Radetzky reprend la Lombardie. Le maréchal Windisch-Graetz, Prague, puis Vienne. Les monarchies utilisent aussi les haines nationalistes, comme en Pologne, où les minorités allemandes et juives sont dressées contre les populations polonaises. Les troupes croates du colonel Jalanik entrent dans Vienne. Liberté et ordre à la croate l'ont emporté et leur triomphe a été célébré par des crimes d'incendie, des viols, des pillages, des méfaits indicibles, ironise Karl Marx le 7 novembre. Le roi de Naples fait bombarder ses villes de Naples et Messine. Le 5 décembre 1848, le général Wrangel soumet Berlin à l'état de siège. Le roi fait disperser l'assemblée et récuse ses promesses. L'année 1848 s'achève dans la tragédie et la désillusion. Partout en Europe, on voit les mêmes scènes, défilés, chants révolutionnaires, slogans libérateurs ou rageurs, pétitions, adresses, conversations improvisées dans les quartiers ou derrière les barricades. Barricade est un mot qui se répand sur tout le continent et se mue en symbole même de l'insurrection. Le Printemps des peuples est un mouvement révolutionnaire qui prend place à Paris en 1848 et qui se propage dans toute l'Europe par la suite. Ce mouvement révolutionnaire vise à l'unification des peuples en revendiquant l'indépendance. Les causes de ce mouvement révolutionnaire sont: Petit 1. Les peuples aspirent à plus de liberté. De plus, les libéraux revendiquent des constitutions pour but de limiter le pouvoir des souverains. Exemple, la liberté de la presse. Petit 2. La défaite de Waterloo de Napoléon conduit à l'écroulement de son empire en 1815. Petit 3. Le Congrès de Vienne rétablit une monarchie absolue et redessine les frontières sans tenir compte des nationalités. De plus, l'Europe est touchée par une grande crise agricole en 1845, qui conduit à une crise sociale due à la baisse des salaires et qui induit donc à une hausse du chômage. Les ouvriers réclament donc plus de protection sociale.